On va se situer dans les années 1700-1820, dans un monde sans déchets. Je vais vous expliquer un petit peu, en fait il y en a évidemment, mais comment ça se passe. On a toujours l'idée d'un monde en fait d'avant l'industrialisation qui est sale, qui est puant, qui est encombré. On imagine les rues des villes tout à fait exécrables, avec des gens qui jettent dans les rues, par exemple, leurs excréments, leurs urines, comme vous avez ici une illustration, hein, une illustration ultérieure, mais qui parle un peu de la ville du Moyen-Âge, où chacun jetait ses ordures dans la rue. Voilà. Donc ça, c'est tout un discours qui a été construit par la civilisation industrielle du 19e siècle et qui a voulu, en fait, promouvoir des techniques industrielles d'assainissement et qui a considéré, en fait, que les sociétés d'avant l'industrialisation étaient sales, qu'elles étaient tout à fait ignorantes de l'hygiène. Eliam disait que Georges Vigarello était intervenu un jour dans des cycles de l'UPED, et Georges Vigarello a montré notamment qu'au Moyen-Âge, l'hygiène est tout à fait importante, qu'on fait attention à sa santé, peut-être encore plus qu'au 19e siècle, parce qu'on est dans des sociétés vulnérables, et donc on fait très attention à ce qu'on boit, à ce qu'on mange, à ne pas salir, etc. Et si on ne prend pas une douche tous les jours, ce n'est pas pour ça qu'on est sale. En fait, il y a d'autres façons de prendre soin de son corps, mais aussi de prendre soin de l'environnement. Alors, ça ne veut pas dire que, effectivement, les urbains ne jetaient rien dans la rue. C'est pas vrai. Il y avait des rigoles centrales dans les rues qui permettaient de faire écouler, effectivement, les pots d'urine, comme on le voit ici. Mais ils le faisaient notamment parce qu'il n'y avait pas de système de tout à l'égout. Mais on va voir tout à l'heure que le tout à l'égout n'est pas forcément plus hygiéniste ou plus écologique qu'un système de fosse d'aisance, par exemple. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de saleté, ça veut dire que tout simplement, et je vais essayer de le démontrer, que la quantité de déchets en fait est tout à fait minime par rapport à la quantité de déchets des sociétés industrielles telles que on va les connaître. Alors pour en fait ce topos, il a été ce topos d'une ville sale, encombrée, malpropre, malfaisante, insalubre. Il a été véhiculé par quelques écrivains et quelques écrivains célèbres, hein. Je vais prendre l'exemple de Rousseau, par exemple, hein, qui, comme vous le savez, a annoncé le romantisme et était très proche de la nature, hein. Quand il arrive à Paris, il voit un Paris malpropre, un Paris corrompu dans le sens de sale. Il dit, par exemple, hein, combien l'abord de Paris démentit l'idée que j'en avais. En entrant dans le faubourg Saint-Marceau, je ne vis que des petites rues sales et puantes, de vilaines maisons noires, l'air de la malpropreté. Il m'en est resté toujours un secret dégoût pour l'habitation de cette capitale. Et quand il quitte la ville en 1750, il s'exclame « Adieu, donc Paris, ville célèbre, ville de bruit, de fumée et de boue ». Donc bon, ce passage a été extrêmement repris. Il fait partie aussi d'un topos littéraire de l'arrivée à Paris qui en fait contraste beaucoup avec les actions des gouvernements, du roi et des gouvernements pour embellir la ville et rendre la circulation de l'air et la circulation de l'eau plus fluide, en tout cas d'une ville plus majestueuse. Mercier, lui aussi, Sébastien Mercier, hein, qui a été un chroniqueur de la vie de Paris à la fin du XVIIIe siècle, qui a été aussi député pendant la Révolution, disait que Paris était la ville du monde la plus sale. Elle se nommait jadis Lutetia, ville de boue. Alors qu'est-ce que c'est la boue ? Qu'est-ce que c'est que la boue de Paris ? La boue de Paris, elle a été définie par un ingénieur qui s'appelait Ronès en 1782. Je vais vous lire un peu un extrait de ce qu'il dit de la boue de Paris. Il considère que ce sont des matières hétéroclites, hein. Donc la boue, ces matières, elles proviennent de la poussière qui se forme toujours dans les lieux fréquentés. Donc la poussière. Des terres et menus plâtras que répandent le long de leur chemin les gravatiers, salpêtriers, plâtriers, des ateliers de construction, des crottins de chevaux, enfin de la poussière à nouveau, des cendres, suies et autres parties les plus menues des balayures des maisons qui, étant placées le long des murs, sont éparpillées par les voitures et les pieds des passants, par les chiffonniers et ramasseurs de cendres. Toutes ces ordures, se mêlant avec l'eau des ruisseaux et surtout avec ces eaux grasses qui proviennent des cuisines, forment cette boue infecte que la quantité considérable de fer qu'elle tient en dissolution, c'était le fer des roues, qui cerclaient les roues en bois, rend noire et si tachante et qui presque pendant toute l'année couvre les rues de Paris, nuit à la salubrité de l'air et cause tant de désagréments aux gens qui vont à pied.
Donc ce qui frappe dans ce passage, c'est que la boue, c'est avant tout de la cendre, de la suie et de la poussière, en fait, et qu'il est très peu question finalement de déchets en tant que tel, et que en fait, ça reflète un monde urbain où le sol n'est pas imperméabilisé, tout simplement, et donc la poussière reste sur en fait, des rues qui sont essentiellement un peu en pavé, mais beaucoup encore en terre, puisqu'il y a quand même beaucoup de villes, Paris est un peu une exception, mais il y a beaucoup de villes qui n'avaient ni pavage, ni asphalte, encore moins, à cette époque-là, au XVIIIe siècle. Donc en fait, c'est le témoignage que la vie soit sale, malpropre, puante, etc. C'est le témoignage avant tout d'une ville qui n'a pas imperméabilisé ses sols, comme le sont nos villes actuelles, ce qui ne veut pas dire que la ville crée plus de déchets qu'actuellement. Et donc avoir ça à l'esprit, ça permet aussi de remettre dans le contexte. Donc les boues, en fait, c'est toute la saleté générale, voilà, de ces suies, de ces cendres. Alors les cendres, c'est intéressant parce que c'est en volume des déchets ménagers au XVIIIe siècle. Les cendres, c'est 75% du volume. Donc essentiellement, les déchets ménagers au XVIIIe siècle, ce sont des cendres. Et rien de plus, ou quelques petites choses de plus dont je vais parler quand même. Mais ce sont des cendres qui sont liées en fait au chauffage au bois principalement, puisqu'on se chauffait principalement au bois. Un acteur essentiel des déchets, du ramassage des déchets, ça va être le chiffonnier. Le chiffonnier, qui va être une figure célèbre de la vie urbaine du XVIIIe et surtout du XIXe siècle. Antoine Compagnon a fait un livre remarquable sur ces chiffonniers il y a 2-3 ans. Donc les chiffonniers, en fait, ils sont là pour nettoyer les rues, pour ramasser des objets, notamment des vieux textiles qui permettent de refaire du papier, du verre, du métal qui vont revendre à des ferrailleurs ou à des verriers qui vont les refondre, et divers objets comme des os qui vont vendre à des tabletiers. Donc ce sont vraiment les nettoyeurs de la ville, comme on peut le voir encore d'ailleurs dans des villes des pays en développement, dans les bidonvilles, etc. Bidonvilles dont on a l'image aussi que ce sont des quartiers très 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 sales qui procurent beaucoup de déchets, mais en fait ces déchets sont essentiellement récupérés là aussi. Donc il existe aussi dans ces villes-là, puisqu'il y a quand même quelques déchets, je vais les citer, des normes et des règles de ramassage, de collecte très très importantes. Donc de nos jours on parle du tri sélectif, mais le tri sélectif en fait il existait beaucoup puisque tout est récupéré. Tout est récupéré. Donc les boues urbaines dont j'ai parlé, elles sont à la charge d'un entrepreneur du nettoiement de Paris, qui est un professionnel, qui travaille par adjudication, donc par marché en fait, marché public. Mais au niveau normatif, il est interdit de jeter dans la rue, avec des règles très très strictes, des ordures, des immondices, les cendres de lessive, des pailles, des gravois, des terreaux, des tuiles, des ardoises, des poteries, verres, glaces, ferrailles, raclures de cheminée, fumier et toutes autres sortes de gravats. Et chaque déchet doit être séparé des boues ordinaires. Pourquoi séparé ? Parce que les boues ordinaires, c'est un entrepreneur du nettoiement qui vient les ramasser. Mais pour tout ce qui est des autres déchets, ils sont ramassés par des artisans spécialisés. Donc les tuiles vont être ramassées par un type d'entrepreneur. Le verre aussi, etc., quand ce n'est pas le chiffonnier qui va le faire. Les métiers, donc là, parce que je vais beaucoup orienter ensuite sur la question de la production du déchet industriel, les métiers, eux aussi, sont très sévèrement réglementés pour les rebuts de leur production. Et ça concerne les menuisiers, les charpentiers, les selliers, les charrons, les tonneliers, les affineurs, les orfèvres, les maréchaux, les serruriers, les couteliers, les taillandiers, les armuriers, et ainsi que tout autre ouvrier, est-il spécifié dans bon nombre de sentences de police ou d'ordonnances. Et tous ceux-ci ne doivent pas jeter dans les rues aucune ordure, mâche-fer et cendre et autre chose provenant de leur métier. Ils les jetteront dans les tombereaux lorsqu'ils passeront. Donc les tombereaux sont les charrettes en fait, qui viennent ramasser et qui viennent collecter les déchets et soit les revendre, soit les jeter dans des fosses spécialisées qu'on appelle les voiries, je vais en parler aussi. Donc tous les entrepreneurs sont concernés, et mis à part les cendres pour l'univers domestique, en fait, pour l'univers professionnel, ce qui pose le plus de problèmes, en fait, ce sont les métiers du bâtiment, parce que ces métiers du bâtiment, notamment au niveau des pierres, soit des pierres taillées, soit des moellons, en fait, laissent un volume assez considérable, notamment en tonnage, de gravats. Et ces gravats sont eux-mêmes collectés
soit dans des voiries à gravats pour les plus menus qui ne peuvent pas être utilisés, soit comme forme de remblai. En fait, par exemple, dans les années 1770 à Paris, ces gravats étaient tous récupérés pour combler un des bras d'une île, ce qu'on appelait l'île des Cygnes, qui existe encore en partie pas loin de la Tour Eiffel actuellement, mais une bonne partie de l'île a été une bonne partie d'un bras qui coulait et qui limitait l'île du bord de la rive sud a été comblée dans les années 1770. Alors, l'idée pour les autorités, c'est réellement de définir ce que c'est qu'une boue, définir ce que c'est qu'un autre objet qui est rejeté pour pouvoir les faire ramasser par des professions en fait très particulières. Alors parmi ces résidus, parce que le mot résidu était aussi employé, mais plus pour les activités de production, un sort particulier doit être fait aux résidus organiques, c'est-à-dire qui sont liés au traitement des matières animales. On est dans une économie essentiellement organique, hein, où en fait toutes les matières animales fournissent des matières premières. Bon, par exemple, que ce soit pour les bovins ou les chevaux, en fait, on récupère tout, hein. On récupère le suif, c'est-à-dire, alors, mis à part la viande, bien sûr, le suif, hein, qui sert à fabriquer des chandelles, la gélatine, les cornes, les sabots, les boyaux, les os, qui servent à fabriquer des objets de tabletterie, les peaux, qui servent à fabriquer du cuir, le crin. Voilà, ils sont tous récupérés. Les boyaux, ça sert à fabriquer du saucisson, des pots de saucisson, des cordes d'instruments de musique, etc. Et toutes ces professions, en fait, trouvent une valeur en fait à revendre ces rebuts. Et par ailleurs, il y a une réglementation qui est très stricte parce que certains rebuts ne peuvent pas être revendus, ne peuvent pas être réutilisés. Et dans ce cas-là, ils doivent les recueillir et les mettre dans des tonneaux. Et ces tonneaux ensuite vont être jetés dans les champs. Je vais parler tout à l'heure de la question des déchets comme engrais. Mais par exemple, les tanneries, il y a une partie, ce qu'on appelle les écharnures ou les écorchures qui ne peuvent pas être revendues en fait. Les petits bouts qui ne servent pas finalement à faire le cuir au final et qui vont être redispersés dans les champs comme engrais en fait, matières organiques qui vont se décomposer tranquillement dans la terre. Alors, il y avait quand même un certain nombre de décharges qu'on appelait les voiries. Donc là, vous avez le plan de la voirie de Montfaucon qui était à Paris la plus importante des voiries, notamment parce qu'elle servait en plus de traitement des déchets animaux, de collecte des vidanges, de toutes les vidanges de Paris. Donc on est dans un monde ici où il n'existe pas de chasse d'eau et en fait tous les excréments sont recueillis dans des fosses d'aisance. Ces fosses d'aisance sont ensuite recueillies par des vidangeurs et toutes ces matières vont être déposées à partir de la fin du XVIIIe siècle. Avant c'est dans plusieurs voiries, mais à partir de la fin du XVIIIe siècle dans une voirie unique à Paris. Et dans d'autres villes, on retrouve le même système qui est la voirie de Montfaucon. La voirie de Montfaucon, en fait, c'est localisé dans l'actuel parc des Buttes-Chaumont. Donc, si vous vous promenez sur le parc des Buttes-Chaumont, c'est l'ancienne voirie de Paris des matières d'excréments. En fait, c'était très pratique cette voirie parce que c'est une ancienne carrière à plâtre avec beaucoup de dénivelé, ce qui permettait de créer des fosses de décantation avec des dénivelés et donc finalement de filtrer les matières. Alors, ça sentait pas très bon, hein, évidemment. En fait, au terme de 3 ans de dépôt, les matières se décomposaient, elles étaient mises à sécher, ensuite elles étaient pulvérisées, broyées, et ça faisait ce qu'on appelle une poudrette. Et cette poudrette, en fait, qui était riche en azote, était ensuite vendue aux agriculteurs. Enfin, en fait, c'était les agriculteurs qui venaient la récupérer, souvent gratuitement. C'était les récupérateurs de déchets, et en fait, ils fertilisaient leur sol grâce à cette technique. Donc, on n'était pas du tout dans un système de la chasse d'eau où nos excréments finissent dans les égouts, en fait, et ensuite, de nos jours, dans les bassins de décantation, etc. En fait, les matières, en fait, étaient relativement pures, peu contaminées par des produits chimiques, et donc étaient facilement réutilisables par les agriculteurs. Alors, malgré tout, on se rend compte quand on fait des recherches sur l'environnement urbain que les contraventions étaient restées quand même assez importantes. On retrouve des contraventions par exemple sur des blanchisseuses qui vont jeter dans la rue leurs lessives. On retrouve dans la rue aussi des contraventions contre des serruriers qui jettent leur mâche-fer dans la rue. Donc c'est comme de nos jours, hein, des décharges illégales ou
On a eu, il n'y a pas longtemps, un maire qui est mort pour s'être opposé à une décharge illégale en France. Bah, c'était pareil à Paris, hein, des citoyens, des habitants de la ville ne respectaient pas forcément les règlements et les polices locales étaient là pour les faire respecter. Donc on retrouve des contraventions et on est assez frappé par la vigueur de cette répression et aussi par le montant assez élevé des amendes en fait dans ces archives. Ça se comprend, hein, on est dans un monde assez vulnérable où il faut absolument préserver la potabilité de l'eau puisqu'on puise l'eau sur place. Soit les puiser dans la Seine, pour le cas de Paris toujours, soit dans des puits. Il faut donc absolument que les nappes phréatiques et que la qualité de l'eau de la Seine soit optimale, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir de l'eau en fait avant les années 1800. Ce n'est seulement qu'après les années 1800, quand les ingénieurs vont être capables de créer des systèmes d'adduction d'eau et de puiser des sources d'eau à l'extérieur des villes, parfois très lointains, comme pour le cas de Paris, hein, sous le Second Empire. On va puiser l'eau des Parisiens à plus de 100 km. C'est seulement à partir de ce moment-là où les ingénieurs vont être capables d'aller chercher l'eau lointainement que la qualité de l'eau locale sera beaucoup moins importante en fait et que les contraventions contre la pollution de l'eau en fait vont être moins importantes. Donc en fait ça peut surprendre au premier abord, mais la répression en fait de la qualité de la propreté des rues et notamment pour la question de l'eau était beaucoup plus forte au XVIIIe siècle qu'au XIXe siècle. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, c'est un peu la naissance de l'hygiène publique, de ce qu'on va appeler l'hygiène publique et du rôle des hygiénistes qui vont vouloir assainir le milieu urbain, justement, résoudre cette question des mauvaises odeurs, de la boue, etc. Et la municipalité parisienne, en fait, à la fin du XVIIIe siècle, a essayé de mettre un système quasiment d'ingénieurs en place. Ce sera seulement au XIXe siècle en fait, que ça va se mettre en place, avec des compagnies municipales d'adduction d'eau, avec des compagnies de balayeurs aussi municipaux, et aussi, pour la voirie de Montfaucon, par exemple, de faire payer les agriculteurs pour que la ville de Paris ait une ressource financière par rapport à ce système. Et en fait, toutes ces expérimentations vont échouer, parce qu'on est dans un mode de régulation qui est fait de proximité et de lutte vraiment quartier par quartier contre les divers types de contamination. Alors, ce qui est aussi, et puisque là on est encore sur la voirie de Montfaucon, ce qui est aussi très important, c'est que on est dans un monde où les matières circulent et il n'y a pas vraiment de poubelle. La poubelle sera inventée justement du nom d'ailleurs du préfet Poubelle, du préfet parisien de Poubelle. C'était son nom de famille, dans les années 1880. Il n'y a pas de poubelle et toutes les matières, en fait, même les déchets ultimes, en fait, généralement, donc, se terminent dans les champs comme fertilisants. Et il y a ce que les historiens, mais pas que des historiens, vont appeler le métabolisme des villes. C'est-à-dire les villes vont digérer les matières des campagnes, donc la nourriture, le bois, la paille, etc. Il y a beaucoup de chevaux hein, dans les villes, donc il faut de la paille, par exemple. Et vont les redonner à la ville par les fumiers qui vont être produits par les animaux dans la ville, par les excréments, etc. Et c'est un système qui est en fait généralisé dans toutes les villes de l'Ancien Régime, qui est que ces matières sont récupérées par les agriculteurs. Ça ne veut pas dire que tous les agriculteurs récupèrent ces matières, mais en tout cas ceux qui sont proches des villes, parce que bon, il faut les transporter après, ce sont des tonnages assez importants, donc il faut des charrettes, des chevaux, ça coûte un peu d'argent. Mais toutes les premières ceintures agricoles de ces villes sont alimentées en fertilisants naturels issus du fumier ou des déjections humaines, et parfois donc des résidus des ateliers, si ce sont des ateliers en fait, qui manipulent des matières organiques, donc des matières animales. On retrouve aussi ce système dans toutes les villes d'Asie. Donc en fait, c'est intéressant de voir que cette question des déchets, même en Asie, elle se pose de la même façon. Et d'ailleurs, ce système va perdurer plus longtemps dans les villes d'Asie, que ce soit le Japon ou la Chine, où en fait, une partie de la fertilisation des terres est issue des déchets ou des résidus, des excréments de la ville. Donc ce métabolisme, j'en parle parce que je vais en reparler tout à l'heure sur la notion de rupture métabolique.